Imaginons un instant, juste pour l'exemple, qu'on ouvre un manuel de physique de référence. Le genre de gros pavé bien lourd qu'on étudie partout à la fac, ouais. Exactement. Et on y lit noir sur blanc que la gravité repousse les objets, au lieu de les attirer. Ce qui serait complètement absurde. Bah oui, totalement. Mais imaginons que pendant des décennies, des milliers de chercheurs construisent des théories entières là-dessus. Ah, le fameux effet boule de neige académique. C'est ça. Ils se citent les uns les autres, ils publient des thèses, et tout ça sans jamais, pas une seule fois, lâcher une pomme pour voir si elle tombe vers le haut ou vers le bas. Ouais, ça ressemble plus vraiment à de la science à ce stade. C'est clair. Construire une science sans jamais observer la réalité de ses propres yeux, c'est l'antithèse même de la méthode scientifique. Parce que si une affirmation n'est pas soutenue par des données, ou pire, si on refuse de la tester par peur du résultat, on quitte la science pour entrer dans le dogme. Et c'est précisément ce qui s'est passé dans une discipline pourtant très respectée, la psychologie sociale. Bienvenue dans The Deep Dive. Pour l'exploration d'aujourd'hui, on plonge dans un document académique provocateur issu de l'université Rutgers qui s'intitule Stereotype Accuracy. Et c'est un texte qui s'attaque à un monument intouchable, vraiment. Oui, la mission du jour, c'est d'examiner comment, pendant près d'un siècle, la psychologie a affirmé sans la moindre preuve que les stéréotypes étaient fondamentalement faux. C'est le postulat de départ, oui. Et ce qui est fascinant, c'est que le jour où on a enfin commencé à mesurer la réalité, les données ont révélé l'inverse. Genre, les stéréotypes pourraient être l'un des effets les plus précis et reproductibles de toute la psychologie. Exactement. Le corpus de recherche qu'on analyse aujourd'hui est monumental. Il retrace vraiment l'histoire d'un aveuglement scientifique volontaire. La grande ironie, c'est que quand on a confronté la croyance populaire aux données brutes des recensements, la précision du grand public s'est avérée sidérante. Mais juste avant de plonger là-dedans, il y a une règle de base incontournable pour notre discussion. Les sources qu'on dissèque apportent des questions hyper sensibles. Ouais, la race, le genre, la politique, des sujets très chargés. Des sujets très chargés, avec des idéologies de gauche comme de droite. Donc notre règle est stricte. On ne prend aucun parti. On ne valide aucune posture politique. C'est super important de le rappeler. Notre seul but, c'est de rapporter de manière impartielle les résultats et les données telles qu'ils sont présentés par les chercheurs. Voilà. Et pour comprendre comment on a pu se tromper collectivement pendant si longtemps, il faut d'abord regarder ce que l'étude appelle le trou noir de l'inexactitude. Le fameux trou noir. C'est vraiment le vide empirique total sur lequel reposaient toutes les grandes déclarations morales du XXe siècle. J'adore cette image, parce que ça ressemble à une sorte de blanchissement d'argent académique, tu vois. Le téléphone arabe appliqué à la science. C'est exactement ça. Un chercheur A publie que les stéréotypes sont totalement faux, juste parce que c'est une posture morale qu'il veut défendre. Oui, Ensuite, un chercheur B cite le chercheur A. logique. Puis un chercheur C cite le chercheur B pour prouver que c'est un fait établi. Et à la fin, on a des manuels qui présentent ça comme une loi universelle. Alors qu'à la base, il y a zéro donnée. Personne n'a lâché la pomme, quoi. Non. Et les auteurs de l'étude ont remonté cette chaîne de citations. Ils ont trouvé ce fameux vide. Ils donnent un exemple frappant avec Aronson, un manuel très célèbre de 2008. Ok, décortiquons tout ça. Qu'est-ce qu'il disait, ce manuel ? Eh bien, il définissait le stéréotype comme le fait d'assigner des caractéristiques identiques à chaque personne d'un groupe. Attends, à chaque personne ? Oui, en ignorant de manière absolue toute variation entre les individus. Mais ça n'a aucun sens d'un point de vue cognitif. Non, c'est sûr. Je veux dire, si on a un stéréotype qui dit que les joueurs de basket sont grands, notre cerveau ne croit pas que tous les joueurs de la planète mesurent au millimètre près la même taille. Évidemment que non. En 100 ans de psychologie, aucune expérience n'a trouvé quelqu'un qui pense comme ça. Personne ne voit les groupes comme des armées de clones. C'est clair. C'est comme si un scientifique publiait que le ciel est vert pour des raisons morales. Ouais, genre parce que le bleu rappelle l'océan, que l'océan est dangereux et qu'il faut protéger les gens. Exactement. Et du coup, tous les autres citent cette phrase sans jamais lever les yeux au ciel. C'est une super analogie, mais il faut quand même dire que l'origine de cette erreur était noble. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, et pendant les droits civiques, les chercheurs voulaient vraiment éradiquer l'oppression. Ce qui est tout à fait louable. Bien sûr. Mais ils en ont déduit que, puisque les stéréotypes causaient des ravages sociaux, ils devaient être faux par définition. Sauf que, et c'est le piège logique détaillé dans la source, si on définit un stéréotype uniquement comme une croyance inexacte, qu'est-ce qui se passe quand une croyance sur un groupe s'avère vraie ? Et voilà le problème. L'outil conceptuel s'effondre. Ça devient impossible de mesurer quoi que ce soit. Du coup,
Comment la psychologie a-t-elle réussi à sortir de ce dogme? Par une rupture sémantique. En 1981, Ashmore et Del Boca ont proposé de neutraliser la définition. Ah, enfin! Ouais, ils ont dit qu'un stéréotype, c'est simplement un ensemble de croyances sur les attributs d'un groupe social. C'est descriptif, c'est ni bien ni mal. Et à partir de là, on peut enfin faire des maths et mesurer la réalité. Exactement. Et l'étude utilise deux grandes méthodes de mesure. La première, c'est la discrépance. C'est-à-dire l'écart par rapport à la perfection absolue. C'est ça. Par exemple, le recensement américain donne le revenu médian des foyers asiatiques à 67 366 $. Ok, Si tu estimes ce revenu à 60 000 $, tu as une discrépance, une marge d'erreur. d'accord, donc ça c'est pour l'exactitude pure. Mais la deuxième méthode, la corrélation, me semble beaucoup plus intéressante pour comprendre le cerveau humain. Oh, elle l'est. Elle mesure si on comprend les tendances globales, même si nos chiffres précis sont faux. C'est le fameux exemple de Fred dans l'étude. Je te laisse l'expliquer, il est parfait cet exemple. Alors, Fred doit estimer la taille moyenne de 3 groupes, les hommes américains, colombiens et néerlandais. Fred dit, en gros, que les Américains font 5 pieds 8 pouces, les Colombiens 5 pieds 5 et les Néerlandais 5 pieds 10. Sauf que la réalité, c'est 5 pieds 10, 5 pieds 7 et 6 pieds. Ouais. Donc Fred se trompe systématiquement de 2 pouces sur tout le monde. Sa discrépance est super mauvaise, mais il a parfaitement compris qui est plus grand que qui. Ce qui est fascinant ici, c'est que son exactitude n'est pas absolue, mais sa corrélation est de 1.0. Elle est parfaite. Il a capté la tendance à 100%. Voilà, un stéréotype peut être globalement très précis tout en contenant un biais systématique. Et l'étude sépare bien les stéréotypes personnels, donc d'un seul individu, comme Fred, des stéréotypes consensuels, qui sont la moyenne d'un groupe entier. La fameuse sagesse des foules. Tout à fait. Et quand on applique ça à notre réalité sociale, les résultats sont inattendus. Qu'est-ce que ça donne quand on mesure les stéréotypes sur le genre ou la race? Les chiffres donnent le vertige. L'étude montre que les corrélations d'exactitude des stéréotypes consensuels sur le genre et la race tournent souvent autour de 0,40 à 0,80, voire plus. Attends, 0,80 en psychologie sociale? C'est gigantesque. C'est massif. En psychologie, la plupart des hypothèses célèbres reposent sur des effets de 0,10 ou 0,20. Donc là, l'idée reçue en prend un coup. Contrairement au mythe, les gens n'exagèrent pas les différences raciales ou de genre. Sérieux? Ouais. Macaulay et Stitt, en 1978, l'ont montré en comparant les stéréotypes au recensement. En fait, les gens ont même tendance à sous-estimer ces différences. C'est fou de se dire qu'on sous-estime la réalité au lieu de la caricaturer. Oui, notre cerveau est plutôt bon statisticien, sauf pour une exception frappante. Hein? Laquelle? Les stéréotypes nationaux, basés sur la personnalité, le modèle des Big Five. Genre si on demande si une nationalité est plus extravertie ou consciencieuse. C'est ça. Là, l'exactitude tombe à presque zéro. Mais attends, je me fais un peu l'avocat du diable, là. Est-ce que ces chercheurs comparent vraiment nos croyances à la réalité? Comment ça? Je veux dire, est-ce qu'ils n'utilisent pas des échantillons un peu foireux, genre des étudiants pris au hasard sur un campus, plutôt que la vraie population? Ah, tu mets le doigt sur ce que l'étude appelle le problème du mismatch, ou le décalage de l'échantillon. C'est bien ce qui me semblait. C'est un vrai défi méthodologique, oui. Mais l'étude souligne que, même quand on corrige ce problème et qu'on utilise des bases de données nationales, la précision des stéréotypes démographiques reste l'un des effets les plus puissants de la psychologie. Ok, donc, le cerveau sait évaluer la race et le genre, mais pas les personnalités étrangères. Mais s'il a tendance à sous-estimer les écarts, il y a bien un domaine où il caricature complètement, non? Absolument. Et tu as deviné lequel? La politique. En plein dans le mille. Ah, alors là, on va s'amuser avec impartialité, bien sûr. Toujours. Graham en 2012 et Chambers en 2006 ont montré que, sur les clivages politiques, par exemple démocrates contre républicains ou pro-choix contre pro-vie, les gens devinent la bonne direction de la différence. Comme Fred, ils savent qui pense quoi. Oui, mais contrairement à la race ou au genre, ils en exagèrent massivement l'ampleur. Ah, ils grossissent le trait. Exactement. Surtout quand ça touche aux valeurs fondamentales du groupe, de la personne qui juge. Et ça s'aggrave chez les militants les plus extrêmes. C'est dingue. Plus tu es investi, plus tu te trompes. Et le pire, c'est l'étude de Rito en 1993 sur les métastéréotypes. C'est tragique et hilarant à la fois. C'est quoi un métastéréotype? C'est ce que tu crois que l'autre camp pense de toi. Et les gens exagèrent les stéréotypes des autres. Ils se disent
Moi, je suis rationnel, mais l'autre camp me voit comme un monstre caricatural. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Ça montre que la passion détruit la précision. Totalement. C'est la loupe déformante de l'idéologie. Plus l'investissement émotionnel ou politique est fort, plus la perception de la société se déforme. Et ça explique en grande partie l'impasse politique actuelle dont parlent les sources. Les gens les plus impliqués sont ceux qui voient le camp adverse avec le plus d'inexactitude. Exactement. L'émotion brouille les données. Mais alors, si on est précis sur certains trucs et complètement à côté de la plaque sur d'autres, c'est quoi les mécanismes psychologiques derrière tout ça? L'étude met en avant deux grandes hypothèses. La première, c'est de voir les stéréotypes comme une forme de connaissance. Donc plus on apprend, plus on est précis. Voilà, l'exactitude vient du fait d'apprendre la réalité sociale, les gens plus éduqués ont des stéréotypes démographiques plus précis. Et tu te souviens de l'exception sur les stéréotypes nationaux qui étaient mauvais? Ouais, parce qu'on ne connaît pas les autres pays. Eh bien, l'étude de Lundquist en 2012 a regardé des migrants multiculturels, des gens qui connaissent vraiment deux cultures. Et leurs stéréotypes nationaux étaient super précis. Oh waouh! Donc si on côtoie des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes au quotidien, on devient statistiquement bon. C'est ça, la donnée détruit le mythe. Et la deuxième hypothèse? C'est le déni égalitaire, selon Ashton et Esses en 1999. Le déni égalitaire, c'est-à-dire? Ça arrive chez les individus fortement motivés à paraître égalité ou très marqués politiquement. Quand ils sont confrontés aux véritables différences entre les groupes, ils les nient ou les suppriment activement. Attends, l'ironie est frappante. On nous dit souvent qu'être aveugle aux différences, tu sais, le fameux colorblind, c'est la clé de la tolérance. Ouais, mais les données de Walisco en 2000 montrent l'inverse. Cette attitude pousse notre cerveau à devenir volontairement inexact. On choisit de s'aveugler. C'est fou. Si nous relions cela à une vision plus globale, ça veut dire que pour qu'un vrai multiculturalisme fonctionne, il ne faut surtout pas effacer les différences. Exactement. Le respect exige de voir la réalité des groupes tels qu'ils sont, et non pas tels qu'on voudrait idéalement qu'ils soient. Bah dis donc, quel cheminement intellectuel. On est passé d'un dogme non prouvé, le trou noir moral où tout était faux, à une conclusion très inconfortable. Inconfortable, mais scientifiquement prouvé. C'est ça. La plupart du temps, la sagesse des foules, le stéréotype consensuel, capte la réalité avec une précision chirurgicale, sauf quand nos émotions et la politique s'en mêlent pour tout exagérer. Le cerveau est un excellent observateur à condition de le laisser faire son travail sans biais idéologique. Ce qui m'amène à une dernière pensée, vraiment, une réflexion que m'inspire cette source. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Ah oui, vaste sujet. Et on accuse souvent les algorithmes d'être biaisés parce qu'ils reproduisent des stéréotypes humains. Mais si l'étude nous dit que les stéréotypes consensuels sont en fait une collecte de données statistiques hyper précises, Ouais, je vois où tu veux en venir. quand une force une IA à corriger ces biais pour tout lisser, est-ce qu'on tente de réparer une erreur informatique ou est-ce qu'on oblige la machine à adopter notre propre déni égalitaire? C'est une excellente question. Est-ce qu'on masque à la machine une réalité statistique qu'on trouve politiquement inconfortable? Voilà, c'est la question épineuse du jour pour ceux qui nous écoutent. Une vraie zone d'ombre à méditer. Je pense que ça va faire réfléchir pas mal de monde. J'en suis sûr. C'est tout pour notre exploration d'aujourd'hui. Les statistiques sont têtues et parfois la réalité populaire tape dans le mille de façon surprenante. À la prochaine pour une nouvelle plongée dans les données. À très bientôt.